Bon, merci beaucoup déjà d'avoir accepté, c'est super sympa. Avec plaisir. Tu as donc été 9e joueuse mondiale à ton meilleur, tu as remporté 4 tournois, tu as ramené une médaille d'argent à ton pays en 2016 aux Jeux de Rio associé à Martina Hingis. Tu as sûrement été considérée comme une grande amatrice de bière après Roland 2016. Alors que tu avais les points de ta demi de 2015 à défendre et tu as déclaré à un journaliste que la pression, tu la buvais. J'ai dit la pression, ça se boit. J'ai dit, mais la pression, ça se boit, non? Et puis je savais pas que j'étais en live sur Eurosport, donc ça c'était. Là, après ça a fait un peu le buzz, mais c'était plutôt sympa. Mais enfin, j'ai eu ce côté sympathique du coup, mais c'est plutôt mon côté un peu deuxième degré et puis très réactif quand il s'agit d'humour. Tu parles 5 langues, dont la plus dure au monde, le hongrois. Du coup, ta progression chez les jeunes, comment ça s'est passé et comment tu vivais cette découverte un peu du tennis? Comment t'étais quand t'étais vraiment toute jeune joueuse? Ouf. Alors, en Suisse, j'ai toujours joué, j'étais toujours là beaucoup d'années, la plus jeune. Je battais toujours les personnes. Enfin, souvent, il y a des tournois un peu régionaux et puis n'importe quelle personne peut s'y inscrire tant qu'ils ont le classement. Et c'est vrai que des fois que je joue, enfin, quand j'avais genre 7 à 10 ans, je jouais toujours contre des personnes qui avaient des fois même 20 ans de plus que moi. Donc, c'est vrai que ça, c'était un peu particulier. Et c'est marrant parce que des fois, ça m'est arrivé qu'on me fasse du trash talk. Ouais, une fois, une personne m'avait dit, c'était dans la région lausannoise, j'ai joué ce tournoi et puis j'ai gagné avec grande difficulté le match, mais puis bah évidemment, il y avait derrière la vitre, il y a mes parents, ma maman me disait de manger de la banane, mon père, je sais pas ce qu'il me disait, il faisait tout plein de gestes et du coup, quand on changeait de côté, elle disait ah mais c'est assez sympa de jouer contre toi parce que en fait j'ai même pas besoin de payer un ticket pour le zoo parce qu'il y a tes parents qui font les animaux. Donc, ça c'était un peu hardcore mais enfin il y a eu plusieurs épisodes comme ça mais c'est celui duquel je me rappelle le mieux et moi je comprenais pas vraiment parce que j'avais moins de 10 ans donc évidemment je comprends pas tout de suite l'allusion enfin bon puis ça m'a pas vraiment déstabilisé parce que peut-être je l'ai pas tout de suite compris tout simplement. Enfin, je sais que j'étais assez. Enfin, les personnes redoutaient un peu de me jouer. Puis assez rapidement, il y avait aussi des articles qui ont commencé à sortir sur moi. Et malheureusement, c'est là que j'ai commencé à être comparée très jeune à Martina Hingis. Il faut dire aussi que le circuit avait complètement changé depuis parce qu'il n'y avait plus cette possibilité de jouer les grands chelems à n'importe quel âge. Et c'était réglementé. Les tournois WTA, on pouvait commencer à les jouer à l'âge de 14 ans. Donc j'ai eu le malheur, c'est même pas moi qui ai voulu le dire, c'est qu'un interview, mon père m'a dit ouais, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises que tu veux être la plus jeune numéro 1 mondiale. Puis bon, j'ai eu le malheur de dire ça et ça m'a poursuivi encore, enfin ça m'a poursuivi un petit coup évidemment. Mais quand on est enfant, enfin évidemment on écoute ce que nos parents nous disent et ça m'a mis une énorme pression sur les épaules les années d'après. Enfin, par contre, les tournois en Suisse, enfin, assez rapidement, je commençais à faire partie du top 10 suisse. J'arriverai pas à donner exactement un âge, mais je dirais vers mes 12-13 ans. Et ensuite, bah, les tournois internationaux, je remarquais, bah, notamment les petits as, enfin que c'est vrai que, en tout cas, les premiers tours, j'avais vraiment une assez grosse marge. J'avais déjà une assez bonne intelligence de jeu. Et ça venait de mon esprit contradictoire parce que, vu qu'assez rapidement, je déteste le fait qu'on me donne des ordres, et surtout quand ça vient enfin, de mon père, c'était très compliqué pour moi. Donc, du coup, il me disait, ouais, mais là, il faut jouer que croisé, ou je sais pas, il me donnait des tactiques, et puis moi, je faisais exprès tout pour faire le contraire. Et puis, au fait, des fois, je me mettais vraiment dans des sales situations, puis après, j'adaptais, mais au fait, c'est ça qui m'a finalement, c'est mon esprit contradictoire par rapport aux astuces éventuellement qu'on aurait pu me donner, mais quand je sentais que c'était un ordre, je faisais vraiment une grande résistance, puis je disais non, moi j'ai envie de jouer comme je veux, parce que je suis seule sur le terrain, et puis c'est ce que j'ai remarqué, c'était ça ma force, c'est que des fois, ben, j'en rigolais même avec moi-même sur le terrain, je disais, ah, mais intérieurement, je disais, ah, mais tu veux que je joue croisé? Bah, tu vois, je joue tout le long de ligne, et puis je suis toujours en train de gagner, hein? Tu l'as dans l'os, hein. C'était un peu mon caractère comme ça. C'est vraiment que j'aime pas me faire contrôler. J'aime que tout le monde soit libre au fait de ses choix. Enfin, finalement, j'avais déjà ça quand j'étais très jeune. Ça m'a probablement développé d'autres aptitudes
pour ensuite jouer à très haut niveau, évidemment. Autrement, quand je suis partie sur les tournois internationaux, j'en ai gagné, mais vraiment tout plein en France. J'en ai joué déjà beaucoup en France, mais j'en ai gagné aussi pas mal. Et à mes 13 ans, j'ai déjà commencé. C'est là que j'ai une wildcard. En gagnant la deuxième fois les petits âges, j'ai une wildcard pour Roland, pour le tableau. Donc là, j'ai perdu au premier tour. Mais j'avais perdu c'était assez net. Enfin, je crois que c'est 3-3, quelque chose comme ça. Quand ton père t'avait dit qu'aux médias, il fallait que tu dises que tu voulais être numéro 1 mondial, toi, tu rêvais de quoi à la place? Alors, moi, je rêvais d'être serveuse. C'est génial, incroyable. Moi, je jouais au tennis. Bon, c'était cool parce que je gagnais beaucoup de matchs. Enfin, je veux pas dire que je gagnais tous, ce serait très prétentieux de ma part, mais je gagnais énormément en étant petite. Vraiment, j'étais vraiment à mes 12 ans, j'étais déjà la meilleure des moins de 14 et j'ai sauté les moins de 16 pour directement aller aux moins de 18. Après, ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, une fois, j'ai eu le malheur à l'école quand on nous demande qu'est-ce que tu veux être quand plus tard. Moi, j'ai dit, j'aimerais être serveuse dans un bar, quoi, parce que moi, j'adore le contact humain, j'adore prendre soin des gens, j'adore cuisiner. Donc, je me suis dit, mais ça serait parfait. Et en fait, j'ai noté ça sur cette feuille. Mon père, j'ai eu le malheur qui tombe sur cette feuille. Et je me suis reçu une gifle, mais monumentale, parce que c'était pas dans la conception c'est pas dans sa conception, quoi. Donc, et tu t'entraînais énormément pour être aussi doué ou finalement c'était vraiment une part de talent incroyable, quoi? C'est un peu dur à dire combien je m'entraînais parce que j'avais l'école aussi à plein temps. L'école terminait vers les 4 heures, sauf le mercredi. Mercredi après-midi, c'était congé. Puis le week-end, je jouais des tournois. Donc je pense que la semaine, je devais jouer mercredi, je jouais peut-être 2 heures. Puis les autres jours, je jouais. J'avais l'impression que je jouais un peu tous les jours, mais je jouais pas énormément. Je jouais pas à 4 heures par jour. Je jouais peut-être 1h30, 2 heures par jour. Après, moi, maintenant, ça me paraît énorme. Parce que même maintenant, ce qui est bien en étant plus âgé, c'est qu'on a besoin d'un petit peu moins jouer, puis moins passer temps sur le terrain, parce que c'est vrai que la balle, on la sent différemment que quand on est jeune. Mais ça me paraît, comme ça me paraît quand même énorme. En plus, il y a les tournois le week-end. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui auraient pu beaucoup plus s'entraîner que moi. J'ai toujours eu ce côté un peu de lire dans le jeu de l'autre, j'anticipais énormément, je voyais très bien ce que l'autre allait faire. Le meilleur exemple, c'est que, par exemple, une Radwanska, moi j'ai toujours adoré jouer Radwanska, parce que j'arrive à être dans sa tête, elle joue tellement controversée, c'est sa façon de jouer, donc il faut juste se dire dans sa tête, ok, elle va jouer controversée. Enfin, j'essayais un peu d'être dans l'esprit de l'autre, et puis je les amortis, je les anticipais énormément. Puis j'étais obligée aussi de faire ça parce qu'en étant plus jeune, sur ma première carrière, justement avant que je me fasse opérer 3 fois du pied, en 2011, en fait, j'étais pas spécialement fit pour jouer. Enfin, à l'époque, les joueuses et les joueurs, on peut en citer quelques-uns, mais étaient moins athlétiques que maintenant. En étant moins athlétique, il faut trouver d'autres moyens pour finalement gagner ses points. Et ça, c'est la lecture du jeu. Donc le fait d'être moins athlétique que la majorité des joueuses m'a permis finalement d'avoir une lecture du jeu qui soit un petit peu supérieure à la moyenne. Comme joueur qui était un peu moins athlétique à cette époque-là? À cette époque-là, en tout cas chez les hommes, il y avait Nalbandian, clairement. Talent de malade et puis évidemment aussi une lecture du jeu, une science du jeu extrêmement bonne. C'est pas pour rien. Je veux dire, on peut pas être aussi bon que lui, et pas avoir un talent à côté. Enfin, comment dire, pour être bon, de toute façon, il faut être bon dans tous les domaines, puis peut-être un petit peu meilleur dans un. Je veux dire, c'est un mix de tout. Je veux dire, quelqu'un qui sera zéro endurant, qui supporte pas, qui n'arrive pas à être endurant, finalement, il pourra jamais vraiment être bon. Donc, il faut quand même qu'il ait une base d'endurance, par exemple, ou une base technique, idem. Enfin, je veux dire, c'est tellement complet, finalement, le tennis. Et plus les années... Moi, je vois la différence de 2009 à maintenant, 11 ans après, c'est que finalement, tout le monde est beaucoup plus fit, beaucoup plus athlétique, et en même temps, techniquement, tout le monde est bon, quoi. Et ça, je suis pas... Avant, en Grand Chelem, les premières années que j'étais en Grand Chelem, que ce soit 2007 à, on va dire même 2010, j'avais l'impression que les premiers tours, il y avait quand même pas mal de marge. Que peut-être la fin du top 100, les filles, elles n'étaient pas... Enfin, à un moment, il y avait vraiment un breaking point. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que
c'était possible de passer. Mais maintenant, c'est beaucoup plus chaud. Ouais. Et de ta précocité, quand tu étais toute jeune, est-ce que ça veut dire que tu as signé tout de suite des contrats avec des marques, des contrats assez importants, tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas forcément l'esprit, enfin, en tout cas à l'époque, là, je sais pas, enfin, je pourrais pas dire si maintenant si maintenant il y a un tout jeune joueur qui monte, je sais pas comment les entreprises ou les grandes marques font. Mais par contre, il faut pas oublier qu'on est quand même un tout petit pays, on est au centre de l'Europe, et puis que finalement, on n'est pas, on va dire le Suisse de base, enfin la mentalité suisse de base, ça sera toujours plus la sécurité que le risque. C'est sûr, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu les deux cultures. Parce que moi, on m'a toujours dit, mes parents qui viennent de l'Europe de l'Est, mon père qui aurait voulu réussir pour avoir une vie meilleure, etc. C'est sûr que pour lui, pour sortir de son pays, c'était que le sport, c'était la gloriole sportive, parce que sinon, il y avait pas, sinon il fallait faire des énormes études pendant des années et des années, et puis c'était pas forcément possible financièrement. Aussi pour toutes les familles de financer ses études, mais le sport, c'était, on va dire, beaucoup plus simple. Les pays d'Europe de l'Est, généralement, ils avaient toujours tendance à mettre plus de lauriers sur une gloriole sportive que sur éventuellement un autre métier. Et avec ces deux cultures, je suis sûre que ça m'a beaucoup aidé durant toute ma carrière. Mais par contre, niveau sponsor, c'était assez compliqué. J'en ai eu. J'ai eu de la chance d'en avoir, sinon sans ça, j'aurais pas réussi quand j'étais plus jeune. Mais c'était vraiment c'était pas des tout gros contrats pendant 10 ans, c'était vraiment à relativement court terme ou moyen terme, et c'était pas des énormes montants. Mais ça me permettait en tout cas de faire mon sport. Après, assez rapidement, j'ai commencé à moi-même gagner ma vie et de pouvoir moi-même me financer de financer moi-même mon coach, de payer mes voyages. J'habitais encore chez ma maman aussi, ça aide finalement. Après, avec mes gains, j'arrivais à subvenir en fait à mes besoins d'athlète. Mais c'est vrai que je faisais pas un énorme bénéfice. Et après, il faut ce qu'il en est. Enfin, c'est pas comme si je suis pas connue pour une fille qui a le plus grand sex appeal ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, ça joue aussi beaucoup dans la balance finalement. Mais ça, enfin, on est comme on est, et puis on a d'autres atouts. Après, il y en a qui auront plus de chance que d'autres parce que elles sont peut-être plus jolies, dans l'opinion publique, pour l'opinion publique. Et elles viennent d'autres pays qui sont plus grands, où le sport est plus important finalement qu'en Suisse. Ensuite, plus tard dans ma carrière, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est une malchance? Mais je suis tombée aussi dans une génération aussi où il y a juste un martien, puis après il y a un deuxième martien qui est un Stan. Donc du coup, et puis Belinda n'était pas encore là, donc du coup, ok, j'avais quelques contrats, etc. Mais par contre, c'est une bonne chose d'avoir eu ces personnes qui ont ouvert la voie aussi au sport, qui ont ouvert des contrats sponsoring. Mais par contre, après, les gens, à un certain moment, je sais qu'ils voulaient, mais que Rog. Parce que, qu'est-ce que moi je vais faire? Enfin, je veux dire, ça m'a fait rire parce que quand j'ai gagné Acapulco et Monterrey, les deux tournois l'un après l'autre, moi j'ai trouvé ça incroyable, back-to-back. Genre en 2 semaines, j'ai pas perdu un match. Et puis après, je fais encore quart à Indian Wells. Et c'est hallucinant pour moi. Puis des fois, les gens disaient, ouais, c'est bien, quoi. Mais Rog, il a gagné, 85 tournois, quoi. Si tu as vu, moi, j'en étais à mon 3e. Mais c'est vrai, c'est un peu genre, c'est bien, elle se défend pas mal. Bon, c'est pas trop mal. C'est un peu avec l'accent, en plus. C'est pas mal. Et puis voilà, t'es un peu là, ouais, bon, ok. Ouais. Enfin, on n'est pas tous des martiens, pas tous des ovnis, et puis c'est aussi ce que je respecte énormément chez Stan, c'est que c'est hallucinant, enfin ce qu'il a fait, c'est que c'est monstrueux. Et puis des fois, peut-être il manque des fois de considération toujours, parce que Rog est tellement haut. Enfin, d'un côté, il nous a pété le sport tennistiquement en plus, parce qu'il n'y a personne d'autre dans le sport qui pourra l'égaler. Enfin, en tout cas, pas les prochaines années, pas tout de suite. Mais d'un autre côté, il a donné la possibilité à tout plein de personnes de rêver, et puis il a aussi fait en sorte que le sport soit plus médiatisé en Suisse et qu'il soit plus suivi par le monde. Donc voilà, ça c'était la réponse pour les sponsors.
Est-ce que tu as un souvenir marquant chez les juniors avant de basculer chez les pros, une anecdote sympa avec des joueuses peut-être qui sont devenues soit des stars ou au contraire qui ont totalement disparu? Est-ce qu'il y a un truc qui te revient? Ça, c'est avec la Monf. Moi, je m'entendais toujours hyper bien avec lui. Et puis, du coup, l'année où moi j'ai fait demi en Australie, lui, il a gagné l'Australie, enfin chez les juniors. J'ai 3 ans de moins que lui. Roland, lui, il le gagne. Moi, je fais demi. Et puis, Wimbledon, je joue pas parce que j'ai une déchirure, mais après, on se retrouve à l'US. Et puis, moi, je voulais tellement qu'il fasse son grand chelem, quoi, junior. L'anecdote assez marrante, c'est que finalement, enfin, on se voyait assez souvent. Enfin, en grand chelem, à chaque fois, on s'entendait pire bien. Enfin, enfin, voilà, la Monf, c'est la Monf, quoi. Génial, Gaël. En fait, on était dans l'hôtel des joueurs. Il l'avait perdu. Moi, j'avais perdu le même jour. On avait joué indoor parce qu'il avait plu. Puis il était un peu défait, mais il voulait pas trop le montrer. Puis genre, on va se prendre un milkshake genre à 3 heures du mat. Moi, je dormais pas dans la même chambre que mes parents, sinon j'aurais pas eu le droit. Et puis du coup, on est là à faire des cons sur l'étage, c'était le Hyatt, sauf erreur, un des Hyatt dans lequel on logeait. Et puis il y a un journaliste d'Eurosport qui passe au même moment. Genre, c'était 3h30 du mat. Puis du coup, bah, moi, en étant beaucoup plus jeune, je me suis dit, oh, la boulette, mais normalement, je devrais être au lit et tout. Enfin, enfin, pourquoi et tout. Puis, bah, il a commencé à poser une ou deux questions, mais c'était assez marrant. Je me rappelle plus quel journaliste c'était, mais Gaël pourra peut-être leur dire, mais ouais, c'était juste ce moment de malaise où moi, j'étais un peu là, non, mais je devrais absolument pas être ici. C'est comme si, mais j'ai moins de 18 ans, je devrais pas traîner dans un couloir d'hôtel comme ça à boire un milkshake à 4h30 du mat à New York, quoi. Enfin bref, c'était juste ce moment qui était un peu bizarre, quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as traversé le circuit secondaire, qui est considéré parfois un peu comme une jungle? J'ai eu la chance parce qu'assez rapidement, en étant plus jeune, ben déjà mon premier tournoi, je l'ai gagné à 14 ans. Non, c'était à Dublin. Et c'était en juillet 2003, quand il faisait la canicule. Là, je me suis qualifiée. Le premier tournoi, je fais demi. Deuxième, je me qualifie demi. Non, deuxième, ouais, demi aussi. Et puis le troisième, je me qualifie et puis je le gagne. C'était 3-10 000. Et au fait, là, déjà, ça allait assez vite. Après, j'ai reçu une wildcard pour les qualifs à Zurich, au tournoi de Zurich, qui est un tout grand WTA. Les personnes ont tendance à oublier ça parce que c'était pas sur un tableau principal, mais j'ai battu la 30e mondiale à 14 ans. Denisa Klatkova, 7-5 au troisième. Et puis après, je perds au deuxième tour des qualifs contre Amy Fraser. Ah ouais. Celle qui, quand elle arrivait sur le terrain, on avait l'impression qu'elle était tout, sauf une joueuse de tennis. Elle était blanche comme neige, de la crème solaire, même quand c'était indoor. Enfin, c'était hallucinant. J'ai perdu 3 et 4, et puis elle était genre peut-être, ouais, je sais pas, 25e mondiale, quoi. Et puis là, déjà, juste avec les points du premier tour que j'avais gagné. Et puis à l'époque, c'était encore des points bonus quand on battait au fait des personnes d'un certain classement. Chez les femmes, ça m'a directement donné plus de points que prévu. Et bah, assez rapidement, bah, à mes, on va dire 14 ans et demi environ, avant mes 15 ans, je sais que j'étais genre 220e mondiale. Donc assez rapidement, je pouvais potentiellement jouer les qualifs de Grand Chelem. Ouais, ça allait très vite. Émotionnellement parlant, battre une femme qui était 30e mondiale, c'était hallucinant, quoi. Puis on va évidemment, alors là, on a encore plus dit, ah, mais c'est la future Hingis, etc., etc., etc. Et puis après, bah, elle veut être plus jeune numéro 1 mondiale, bla, bla, bla. Et puis. J'avais déjà rencontré Martina quelques fois, parlé avec elle pour essayer de. Enfin, elle t'avait coaché un petit peu, elle t'avait conseillé ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, mon père avait demandé, quand j'ai gagné la deuxième fois les petits As, il avait demandé si je pouvais aller voir Mélanie Molitor, enfin la maman de Martina. Puis on a été l'été 2003, du coup on a été. Moi, je garde pas un super souvenir. Bon, j'étais assez jeune, mais c'est surtout mon père qui parlait beaucoup avec elle et tout. Mais apparemment, elle avait été assez critique. Et mon père, il a pas trop apprécié. Après, Martina, elle, je l'avais pas rencontrée. La première fois que je l'ai rencontrée, Martina, c'était en 2007, à l'US Open. Je jouais Petrova au premier tour et moi, mes chaussures me faisaient énormément mal aux pieds. Et puis, au fait, elle jouait. Moi, je jouais plus avec Adidas à ce moment-là. C'était. Désolée de dire ça. C'était, au fait, c'était les chaussures Babola et c'était vraiment les premières chaussures qu'ils avaient sorties et c'était encore un peu sur test. Puis moi, ça me faisait vraiment assez mal aux pieds. Je jouais avant avec les mêmes chaussures que Martina. Et puis du coup, elle m'a vue et puis elle me voyait tous les jours chez le physio et puis je lui dis à quel point j'ai mal, etc.
En fait, elle m'a donné une paire pour jouer mon match. Ouais, on a exactement la même taille. Puis elle m'a donné, ouais, hyper sympa. Vraiment super sympa. Et puis après, j'ai perdu le match et je lui ai mis ça dans son casier parce que nos casiers étaient pas loin l'une de l'autre. Et puis ensuite, elle m'a dit non, 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 moi je les veux pas. C'est bon, j'en ai tout Non, plein. non, il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur, exactement. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ok, je veux bien les garder, mais à une condition que tu me les signes. Ah, yes. J'ai toujours les chaussures de Martina signées, quoi. C'est assez marrant après qu'on ait gagné une médaille ensemble. À quel moment tu sens que tu exploses vraiment tes barrières et que tu t'installes parmi les top joueuses, quoi? Clairement, en 2015. C'est possible que ça soit à la tournée au Mexique, parce que j'étais vraiment... Le tout premier match que je joue à Acapulco, je joue contre Richel Hugenkamp. Il fait une chaleur. Évidemment, à Acapulco, il fait très chaud. En plus, on joue tard le soir. D'ailleurs, il y a eu, juste à côté du terrain, il y a eu des affrontements de cartels. Et en fait, on a entendu des coups de feu. Et puis le lendemain, on a vu qu'il y avait 4 morts. Donc, mais c'est durant le match. Donc, moi, j'ai entendu les coups de feu. Donc, c'était assez violent. Mais Ouais. ce match, j'ai même quiché pendant le match. J'avais perdu le premier set. Je me sentais vraiment mal, mal, mal. Et puis là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Enfin, c'est comme si je me plaignais tout le temps sur comment, mais pourquoi ça va pas aujourd'hui, pourquoi ça va pas aujourd'hui. Et moi, je faisais pas de on-court coaching avec Dimitri. Là, je sais qu'il me regarde. Et puis à un moment, il me fait, mais t'as les ressources en toi. Il m'a juste dit, t'as les ressources en toi. Puis évidemment, à ce moment-là, j'avais envie de dire, ouais, c'est bon, on cause toujours. Mais en fait, finalement, juste cette phrase, gentiment, ça m'a remis dedans. Et puis le deuxième, je le gagne. Je revomis entre le deuxième et le troisième. Et puis après, finalement, je finis par gagner le match. Et après, ça commence la série de matchs, quoi. Ouais, ça m'a lancé. Après, je gagne à Acapulco. Après, ce qui était assez violent, c'est que j'ai pris l'avion. Donc, le lendemain de ma victoire pour Monterrey, j'arrive le lundi soir à Monterrey et puis je dois jouer mardi. Et il avait plu le lundi et puis le mardi, il avait plu, donc j'avais pas joué sur le terrain. Donc j'arrive, je joue Vic Mayer, premier tour, et j'étais conditions complètement différentes, altitude complètement différente. Enfin, je sais pas combien il y a de dénivelé entre Acapulco et Monterrey, mais c'est assez monstrueux. Là, je gagne 7-5 au troisième, mais en grande, grande difficulté. Et puis évidemment, ce qu'il y a, c'est que tu gagnes un tournoi, mais après, tu dois directement switcher. Tu peux fêter pendant très, très peu de temps. Et c'était presque dommage parce que j'étais tellement contente d'avoir gagné enfin un nouveau tournoi et puis j'attendais tellement pas que j'aurais tellement voulu Prendre le temps de savourer, non? prendre le temps de savourer. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que le soir, quand je gagne à Acapulco, mon coach et mon copain, en fait, ils sont partis plus tôt que moi parce qu'on n'avait pas le même vol. Eux, ils ont dû faire un autre itinéraire. Bref, les vols étaient full. Andreas a été dormir, Dim aussi. Et puis moi, j'ai été à la réception et puis je fais, filez-moi 2 Corona. Je me suis envoyé 2 Corona. En plus, une pour ma victoire. C'est le cas de le dire maintenant. Mais, c'était mon petit moment. Genre vraiment, je sais que j'avais ces 45 minutes où j'étais sur la terrasse et j'écoutais la musique et j'étais juste là, je me remémorais, je gardais la victoire pour moi, quoi. Et en fait, j'en avais besoin parce que c'est quand même chargé en émotions et j'avais besoin d'un peu de souffler, de faire, voilà. Alors du coup, après 2 bières, je savais plus comment je m'appelais parce que avec la fatigue, avec tout. Mais le lendemain, voilà, je me suis réveillée, j'ai pris l'avion, etc. Et puis je suis allée à Monterrey, gagner en grande difficulté. Et là, j'avais courbatures partout. Et là, Dim a fait que de me dire tout le temps, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est toi qui te fixes au fait tes limites. Et puis c'est là que j'ai commencé à dire assez rapidement. C'était aussi un de mes hashtags sur les réseaux sociaux, c'était limitless. Parce que j'estime, c'est vrai qu'on se met souvent certaines barrières, genre ça sera trop dur, etc. Et puis Dim, il m'a vraiment fait comprendre que en fait c'est dans la tête, quoi. Qu'il faut switcher à un moment. Et puis oui, c'est dur, mais si c'était pas dur, ce serait pas drôle, quoi, en même temps. Tu fais quart la semaine d'après. Je gagne après Monterrey. Après Acapulco, je vais à Monterrey. Le premier match, c'est 53e. Ensuite, je ne sais combien de 3-7. Je crois que je gagne seulement un seul match en 2-7. Et puis après, même notre finale avec Caro Garcia, elle est reportée. Enfin, on commence. Elle gagne le premier set, mais au deuxième set, c'est tendu. Après, il commence à pleuvoir. On a fini le match. C'était 3h du mat. Et le lendemain, on a le vol pour Indian Wells.
Et ben, moi, je finis Ah par oui. gagner. Je ne sais pas comment je le gagne. Parce que j'avais même le jour d'avant, j'avais joué un 7-6 au troisième contre Errani. Donc vraiment, c'était, enfin, tu peux regarder les scores, mais je crois que c'est seulement contre éventuellement peut-être Tsurenko ou peut-être pas Tsurenko, c'est la petite Radwanska contre Ursula Radwanska où je gagne 2 et 4, mais le reste c'est que des 3-7. Et après, bah, je vais à Indian Wells. Et là aussi, premier tour, troisième set contre Erakovic, 6-4 au troisième. J'avais mal partout, mais t'as même pas idée. Jusqu'en quart, je fais que des 3-7, quoi. Après, je bats Svitolina en 3-7 et je bats Makarova qui était top 10. Enfin, Svitolina était mieux classée que moi, Makarova aussi. Puis après, bah, je joue contre Serena et je commence bien le match. Mais ce qui m'a un petit peu, comment dire, un petit peu mal par après, c'est que le lendemain, elle a abandonné. Donc, Ah ouais. elle a fait VO. Donc là, moi, j'étais là, non, mais pourquoi t'as fait VO? Moi, j'aurais au moins été sur le terrain, j'aurais essayé de gagner cette demi, quoi. Bah, tu nous as parlé de ton déclic, mais du coup, tu as sauté l'épisode assez incroyable de ton expérience professionnelle, de ta deuxième vie, ta bifurcation, quoi. À quel moment cette envie, elle t'a rattrapé et tu t'es dit, OK, c'est too much, le tennis, je mets de côté et j'y vais à fond, quoi. J'ai adoré, donc les stages que j'ai faits, j'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai eu des collègues géniaux. J'étais la seule Suissesse, c'était que des Français, que des saisonniers, parce que c'est une station de montagne. Il y en a certains qui suivaient le tennis, qui connaissaient du tennis. Alors, bah, le directeur, il savait qui j'étais, parce qu'on lui avait dit, enfin les personnes qui m'ont proposé, enfin aussi le directeur de l'école hôtelière de Genève, avait aussi dit bah c'est un peu exceptionnel, voilà, mais on a pensé au Chalet Royal parce que ce serait possible de mettre une stagiaire de plus. Ils n'avaient pas spécialement besoin d'une stagiaire, mais moi il fallait que je trouve un endroit au fait où je pouvais faire, que ce soit bar, service au bar, les cocktails, aussi service de semi-gastro, être en cuisine et puis faire le housekeeping. Déjà, à quel moment tu t'es dit, j'y vais, quoi. Je quitte le circuit pour ça. Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Ils ont dû halluciner quelque part, tu vois. Alors, l'avis de mon père, je m'en fichais un peu, pour dire la vérité, parce que ça, c'était toujours. Je l'ai dit à mes 12 ans, je vais être serveuse. Donc, je voulais, quoi qu'il arrive, tester, quoi, parce que ça m'attirait, quoi. Ça m'a toujours attiré. En fait, pourquoi une personne va. Le café, il est partout pareil, à peu près. Mais pourquoi est-ce que les personnes viennent plutôt à un endroit qu'à un autre? C'est l'accueil, c'est comment l'atmosphère, et c'est au fait Ouais. de pouvoir recréer ça. Ce qui m'a toujours un peu fasciné. Puis aussi la déco, le fait de se sentir bien. Bah, moi, j'ai eu une longue discussion au mois de février avec ma maman, et puis j'ai dit, écoute, moi, j'en peux plus de jouer, quoi. Chaque fois que je suis sur le terrain, ça me rappelle mon enfance, c'est horrible, j'y arrive plus, quoi. Donc, il faut que je fasse autre chose. Donc, au début, j'avais donné 2 semaines de stage de tennis à Agadir avec des amis suisses. Bah, d'ailleurs, l'ancien coach de Stan, Yannick Fadber, aussi un de ses collègues, potes, qui s'appelle Benjamin Dracos. Ils m'ont pris pour 2 semaines de stage à Agadir, ce que j'ai trouvé hyper cool. Donc, j'ai vraiment adoré donner ces stages. J'ai encore joué la Fed Cup, c'était à Chiasso. On a perdu contre l'Australie. Et après, bah, moi, j'ai annoncé à l'équipe de Fed Cup, genre, ouais, écoutez, en tout cas, pour l'instant, pour moi, le tennis, c'est fini. C'est cuit, je ne peux plus. Et j'ai Ouais. annoncé à tout le monde. Et puis, du coup, j'ai commencé donc à bosser. C'était assez loin de chez moi, enfin, assez loin, allez, 45 minutes. Mais je ne dormais pas sur place. Je voulais quand même rentrer sur Lausanne pour avoir mon chez moi, mais faire l'aller-retour des fois, 6 fois sur 7, 6 jours sur 7, c'est des fois ça fait quand même 1h30 de voiture tous les jours. Des fois, ça peut être un petit peu embêtant, mais au fait, il faut avoir une bonne musique surtout. Et, Ou un bon podcast. ouais, exactement. Mais c'était cool. Moi, j'ai vraiment adoré. Au fait, c'est quand le mail m'est arrivé et c'était, je crois, le lundi du jeûne. En fait, le lundi du jeûne, c'était férié, donc moi, j'avais off. J'ai été dormir chez ma maman, ce qui m'arrive jamais d'aller dormir chez ma maman parce que moi, j'avais plus de raquettes chez moi. Donc, j'ai juste été dormir chez elle. On a soupé le soir ensemble. Enfin, voilà, je vais dormir. Puis j'avais déjà mes affaires pour partir au job le mardi. Donc, je me réveille plus tôt que prévu. Je sais pas, une sensation un peu bizarre. Puis bon, je commence à regarder mes mails sur mon portable, ce qui m'arrive jamais. Normalement, moi, je suis toujours sur l'ordi. En tout cas, à l'époque, je regardais toujours sur l'ordi. Puis là, je commence à regarder les mails. Et puis là, je vois mail de Roland Garros, comme quoi je suis l'avant-dernière qui a accepté pour jouer les qualifs. Puis là, je me suis dit, là, d'un coup, ça m'a fait un peu comme un enfant qui se réjouit pour quelque chose. C'était un peu ce vide dans le ventre, ces papillons dans le ventre.
Et puis à ce moment-là, je voyais déjà Andreas, enfin on n'était pas encore ensemble, mais puis je lui avais déjà dit, je lui ai fait ouais, écoute, si je suis amenée à jouer Roland ou Wimbledon cette année, est-ce que tu viens avec moi? Et puis lui, il avait ses cours, il était dans une autre école, donc il pouvait pas forcément, et puis ça se rapprochait un peu des examens, et puis là ce matin, j'essayais de l'appeler, je sais pas, 15 fois, il répond pas, et puis je lui dis, intérieurement, mais je le traite de tous les noms. Je lui fais, mais c'est pas possible. Il m'a quand même promis que. Puis là, il est même pas foutu de répondre au téléphone. Vraiment, mais je charognais sur lui comme pas possible. Ben, évidemment, j'ai déjà passé la frontière en voiture. Là, j'ai déjà dit à ma mère, je lui fais, écoute, moi, je vais jouer Roland. Et puis elle fait, non, 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 tu seras ridicule. Il faut surtout pas que tu joues. Ça fait 2 mois que t'as pas joué. Non, non, s'il te plaît, joue pas, joue pas. Non, tu seras ridicule et tout. J'étais à maman, ce sera peut-être mon dernier Roland, donc je m'en fous, je perds 6-0, 6-0, mais au moins j'aurais joué mon dernier Roland. Mon classement, il est encore, ça fait 6 mois que je joue plus, mais par contre mon classement, il me permet quand même de le faire. Donc voilà, j'étais 216. 216. Et du coup, elle me fait, bon, ok, alors j'ai pris mes raquettes qui étaient chez ma mère, qui étaient de boyau, je pense qu'elles étaient cordées à 17. Enfin, j'avais pas utilisé depuis je sais pas combien de mois. J'avais mes tout vieux trucs Lacoste, et puis pourtant j'étais encore avec Lacoste en contrat. Alors du coup, je les appelle, je fais, écoutez, je vais jouer Roland, comment est-ce qu'on fait? Et j'appelle aussi mon directeur. Puis j'ai fait, écoutez, voilà, enfin, je vous avais dit qu'éventuellement, je pourrais encore jouer Roland et Wimbledon suivant mon classement. Est-ce que c'est OK pour vous si j'y vais Et puis il fait, ah non, mais t'as fait assez d'heures sup, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller, t'as fait assez d'heures sup. En plus, c'est la saison un peu creuse, donc t'inquiète pas, vas-y et bonne chance. Ça faisait 2 mois que tu bossais avec eux, ouais. C'est ça? Ouais. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai appelé André sur la route plein de fois, il n'a pas répondu évidemment. Puis, j'ai passé la frontière et puis je l'ai insulté. Enfin, je sais pas comment, je vais faire. Non, c'est sympa de te promettre et puis tu viens même pas. Peut-être c'est mon dernier Roland et tout. Mais au fait, assez rapidement dans la voiture, j'ai réalisé que ce serait pas mon dernier Roland. Je me suis dit, mais au fait, là c'est moi qui choisis que je veux reprendre quoi. Personne me force et c'est moi qui le choisis. Donc au fait, je savais déjà dans la voiture que j'allais reprendre. Assez rapidement. Après, je voulais quand même finir mon stage, donc j'ai encore terminé jusqu'en juillet. Mais j'ai encore demandé au fait un congé pour Wimbledon. D'ailleurs, à Wimbledon, j'ai passé un tour dans les qualifs contre Brengel, 6-4 au troisième, et puis après je perds contre Schmidlova, 7-5 au troisième. Mais... En t'entraînant un peu du coup? Ouais, c'est peut-être 2 fois par semaine quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans les montagnes, dans l'hôtel, dans cette expérience professionnelle? En quoi ça t'a fait du bien? Parce que je voulais toucher à ce métier, je voulais voir comment c'était, je voulais voir un peu comment fonctionnait un resto, un hôtel, un bar, enfin. Ton rêve? Ouais, clairement. Mais après, je voudrais pas avoir un complexe hôtelier, parce que c'est plutôt tout ce qui est direct au fait avec les gens. Enfin, quand c'est complexe hôtelier, quand tu es directeur, il y a moins de contact direct au fait avec, enfin contact humain, je dirais. Tu serais plus sur un projet de café un peu chaleureux? Ouais, voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Donc ça, au moins j'ai pu identifier sur ce que je voulais m'orienter, enfin éventuellement après la carrière. Et en tout cas, à ce moment-là, quand j'ai repris, vu que c'était 2013, j'avais 24. Et puis moi, je me suis dit, c'est la dernière fois, en fait, enfin, c'est the last chance. Enfin, je me dis, je vais pas faire de nouveau un break aussi long. Donc, c'est pour ça que j'ai repris. Et puis, exactement 1 année après, je me qualifie à Roland. Et puis, je perds au 2e tour contre Suarez Navarro, 7-5 au 3e. Et puis après, elle fait quart. Et 2 ans après, je suis en demi à Roland, quoi. Wow. Donc, les collègues de l'hôtel, ils en pouvaient plus quoi. Enfin, c'est hallucinant cette histoire. Enfin, ils se rappelleront toujours quoi. Et surtout qu'au début, personne savait qui j'étais. Et ce que je voulais aussi, je voulais surtout pas que j'ai un traitement de faveur ou quoi que ce soit. Donc des fois, il y en avait un ou deux qui étaient assez vaches parce que voilà, j'étais stagiaire quoi. Donc puis il y en a un, une fois, il m'a demandé, il fait mais ça va alors la stagiaire, pas trop mal aux pieds? Je disais, écoute, non, ça va. Ouais, je sais pas, tu fais des allers-retours sur les escaliers et tout. Enfin, voilà, t'as fait quoi avant? J'étais là, j'étais un peu dans le sport. Ouais, mais tu vas un peu morfler parce que voilà, c'est pas simple, hein, ce métier. Je dis, ah, mais t'inquiète pas, je suis au courant que c'est pas simple. Puis il fait, ah, mais t'étais dans le sport, t'as fait quoi? Je dis, ah, j'ai fait un peu de tennis. Je dis comme ça, puis j'ai rien dit de plus. Le lendemain, j'arrive, il y a tous mes collègues comme ça, vers la cuisine, qui sont en arc de cercle. Il fait, putain, mais t'as déjà joué Serena Williams, Venus Williams, putain, mais c'était top 50, t'as joué des grands chelems. Mais tu fous quoi ici à faire serveuse, à faire stagiaire, à faire le commis, à aller chercher les trucs pour le cuistot, enfin pour le chef ou pour n'importe qui, mais puis on t'engueule encore. J'étais un peu là, je sais pas, je voulais tester ce métier, quoi, c'est tout, j'aimerais bien faire ça, quoi.
Puis j'étais hallucinée. Je dis, mais tu fais quoi ici? Puis moi, j'étais là, bah écoute, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Puis je fais, non, mais tu gagnes tellement plus d'argent en faisant autre chose. J'étais là, ouais, mais peut-être l'argent ne fait pas le bonheur, quoi. Il contribue, évidemment, mais il fait pas le bonheur. Donc, non. Est-ce que les joueuses t'ont posé beaucoup de questions sur cette expérience à ton retour? Oui, il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions, ouais. Du moment que ça a commencé à être médiatisé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, mais comment ça se fait que pendant deux ans, personne t'a vu sur le circuit? Puis j'ai un peu commencé à dire aux conférences de presse, etc. Enfin, tout aussi mon développement à travers aussi des psychothérapies. Puis ben, finalement, il y a pas mal de joueuses qui m'ont dit, ah, mais c'est vrai, tu as un exemple pour telle ou telle chose, ou ah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus là-dessus, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, pourquoi tu es partie du tennis. Beaucoup, au fait, beaucoup sont venus me parler parce qu'au fait, ils avaient des situations assez compliquées avec leurs parents. Et il y en a énormément qui sont venus. Et c'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est souvent des joueuses actuellement qui sont peut-être en seconde zone, comme on dirait, qui jouent plutôt des ITF. Mais beaucoup m'ont dit, ah, mais ton histoire, elle est hyper inspirante. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien écrire un livre aussi plus tard, un peu à ce sujet-là. Parce qu'il y a tellement de voix qui ne seront jamais entendues. Parce que si tu t'appelles, je ne sais pas, Mallory Dupont et puis que tu as été 300e mondiale, mais c'est probablement parce que tu as eu un mobbing des parents que tu n'as pas réussi toi-même à t'exprimer. Même si tu écris un livre, c'est pas que personne ne voudra t'écouter, c'est que voilà, ok, mais tu restes un nobody aux yeux des gens. Et par contre, j'aurais voulu au fait être éventuellement la voix de certaines personnes qui pourront malheureusement jamais vraiment compter leur histoire. Et puis peut-être mon histoire est similaire. Tu leur dirais quoi à ces personnes-là? Ce serait quoi l'essence de ton message? Moi, je me suis toujours dit, c'est ce qui est joli en plus dans la langue française, c'est que la vie, on te la donne. Les parents te donnent la vie. Donc c'est pas pour autant, eux, ils sont responsables de ta vie jusqu'à un certain moment. Mais après, ça ne veut pas dire que ta vie leur appartient. Donc, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi à ton enfant. Parce que c'est assez pervers, parce que quoi qu'il arrive, jusqu'à en tout cas 15, 16 ans, tu n'as pas vraiment de sortie de secours, quoi. Tu peux avoir souvent des menaces si tu ne fais pas telle ou telle chose, mais c'est plutôt... C'est aussi un message aux parents, c'est que finalement, votre enfant, s'il a envie de faire quelque chose, ben, il faut juste le soutenir. Mieux que vous puissiez. Après, c'est dur à dire. Moi, je ne suis pas parent, je ne sais pas comment ça va se passer si un jour je suis maman et puis je dois être face à ce dilemme-là. Mais par contre, surtout pas forcer quelqu'un à faire quelque chose, quoi. Parce que l'être humain n'est pas fait pour être forcé. Il faut que cette personne, que l'enfant trouve sa propre voie et trouve ses propres motivations. C'est le coup du bâton et de la carotte. Je pense pas qu'à long terme, ça donne ça peut donner à court terme des champions, mais après, ça peut donner des personnes brisées aussi après leur carrière. Parce qu'elles n'ont pas eu, on va dire, une stabilité assez forte pour après se reconstruire. Si on regarde aussi juste rien que dans notre sport, ou aussi dans d'autres sports, les tout meilleurs, et surtout ceux qui perdurent pendant très longtemps, le meilleur exemple, Nadal, Federer, Djokovic, je veux dire, la passion, elle vient d'eux, c'est interne. C'est pas quelque chose... Peut-être qu'ils ont été un peu poussés à certains moments, c'est plutôt une espèce d'éducation que les parents doivent faire. Mais par contre, c'était pas de forcer un enfant à faire quelque chose. Et c'est comme ça que l'enfant sera le meilleur parce qu'il va trouver par lui-même, l'enfant deviendra adulte, mais il va trouver par lui-même ses propres sources de motivation. Parce qu'on peut pas être motivé en disant, OK, si tu le fais pas, je sais pas, je te frappe. Ça, c'est la vieille école. C'est le pays de l'Est, j'ai envie de dire. Voilà. Mais par contre, c'est là qu'on voit que les meilleurs athlètes, à mon avis, c'est quand ça vient vraiment de leur bide, quoi. Ça vient d'eux, quoi. En termes de sensations et de ressenti, ce que tu vivais sur le terrain après ton comeback, je sais pas, est-ce que tu sentais un épanouissement x4 comment tu vivais ta deuxième partie de carrière? Alors, tout ce que tu viens de mentionner, ouais, vraiment. Okay. Et après, malheureusement, c'est devenu à un moment une quête trop de l'excellence, quoi. C'est presque genre... mais je veux être encore meilleure, mais comment je dois faire? Donc, je dois encore plus bosser. Et puis, après, je m'acharnais. Et puis, au fait, pas très sain. Et pourtant, mon entourage était bien là pour me dire hey, tranquille. Et après, c'est devenu... en tout cas, pendant un moment, c'était vraiment... je sentais que j'étais complètement en contrôle au fait de ce que j'étais en train de faire sur un terrain, ce qui est assez chouette. Et puis que j'arrivais à amener l'adversaire où j'avais envie. Il y avait très peu de joueuses que j'arrivais pas à amener dans des situations qui tournaient en ma faveur. Notamment, Serena, elle avait d'autres sources en elle
qui ont fait que j'ai pas été capable pour l'instant de la battre. Et par contre, il y en a d'autres, je savais assez rapidement, il suffisait que je résiste pendant quelques jeux, et puis après, à un moment, de l'autre côté, ça allait lâcher. C'est aussi une méthode d'entraînement, il faut dire ce qu'il est. Dimitri, c'est un excellent coach aussi. Donc, il m'a fait vraiment avoir une très grande ouverture d'esprit tennistique, tactique, et aussi mentale par rapport à l'adversaire aussi. De se mettre dans la peau de l'autre, c'est aussi de se dire peut-être que moi je me sens mal, je me sens fatiguée, etc. Mais peut-être que l'autre est encore pire que moi. Donc elle se sent encore moins bien que moi. Tout ça, ça m'a permis vraiment de me sentir hyper bien pendant un moment. Et ensuite, après, malheureusement, ça a tourné pendant un moment sur une quête d'une surexcellence, quoi. C'est comme tout ce que je faisais, c'était pas assez. Enfin, j'arrive à concevoir que ça arrive. Enfin, plusieurs joueurs ou joueuses. Et après, c'est cet acharnement de vouloir des choses trop vite. Enfin, presque de dire non, mais maintenant c'est bon, j'ai ce niveau-là, mais maintenant il faut que j'aille encore plus haut. Quand finalement, d'aller encore plus haut, en fait, ça prend quelques années. Est-ce que tu peux nous faire revivre un peu Roland 2015 avec tes souvenirs, tes sensations, les images, ce qui te revient, quoi? Alors, je joue le premier tour sur le 17 contre Lara Arruabarrena qui venait de gagner Rabat. Et sur le 17, c'est un de mes cours préférés. Je crois que j'ai jamais perdu sur le... Ah non, si, j'ai perdu une fois sur le 17. Mais pas ces dernières années, en tout cas. Malheureusement, le 17 qui n'existe plus. Enfin, c'est un nouveau 17. Je veux dire, en passant, désolé pour Roland, mais j'aime pas du tout les nouvelles infrastructures. Moi, j'aimais bien mon Roland old school, machin, avec le verre, avec les arbres et tout. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de béton. Espérons qu'il y ait un petit peu plus de verre les prochaines années. Avec les années, il faut que les arbres poussent. Et donc, je joue mon premier tour contre Arruabarrena, un peu stressée quand même, mais je sais que je joue bien sur terre. Je pense que j'ai dû faire 20 amortis durant tout le match. Mais c'était un 6-3, 6-4, hyper serré. Elle jouait vraiment bien. Puis d'ailleurs, après le match, elle me fait « Ah, mais tu fais chier, quoi, parce que je sais que je jouais hyper bien. Mais ça fait chier que je suis tombée sur toi, quoi. Parce que tu joues encore mieux que moi. » Elle m'a dit ça. Et puis enfin, moi, j'adore jouer les Espagnols à Roland. Ça, c'est un truc, j'ai toujours adoré jouer des Espagnols à Roland. J'adore. Enfin, vraiment, j'adore. C'est comme ça. Alors que la terre, c'est la surface des Espagnols, donc ça pourrait être un piège, quoi. Ouais, mais moi j'adore le jeu des Espagnols. J'aime vraiment beaucoup. Sauf à exception Muguruza qui joue un peu différemment qu'une Espagnole. Donc, autrement, vraiment. Et quasiment tout le temps, si on regarde en 2015, je joue. Non, déjà en 2014, au deuxième tour, je joue Suarez Navarro. En 2015, je joue Arruabarrena. En 2016, je joue Soler Espinoza au premier tour. Et puis en 2017, je joue Sorribes Tormo aussi au premier tour. Donc je sais que quand j'ai au premier tour une Espagnole sur mon tableau, c'est que généralement le Roland va bien se passer. C'est bon signe. Donc ouais, alors ce premier tour qui était assez disputé, mais là j'ai vraiment joué un match hyper solide. Et quand moi je commence à décaler en coup droit, c'est que là je me sens vraiment bien. Parce que généralement j'ai plutôt tendance à faire un peu comme un Benoît Paire qui se décale en revers. Mais là, si je commence à décaler en coup droit, là c'est qu'on est bien. Donc deuxième tour. Je joue une Tchèque, mais je ne me rappelle plus de son Smitkova. Donc elle mène 2-0. Et puis après, je m'envoie 12 jeux d'affilée. Allez là. Là, je jouais vraiment bien. Madison Keys, je le joue sur un de mes cours préférés aussi à Roland, qui est le 2. Et d'ailleurs, j'ai terminé la carrière d'Émilie Lois sur le 2. D'ailleurs, il y avait une petite plaquette à l'époque, mais bon, maintenant que le 2, il n'existe plus, donc voilà, tant pis. Je joue un super match aussi. Aussi, j'ai fait, je pense... 20 amortis. Et là, tu commences à te dire, oh là, je suis en 8e, tu commences à boire la pression ou tu es toujours très sereine? Là, c'est la première fois que je suis au 4e tour d'un Grand Chelem déjà. Donc en 2015. Donc, tu le vis comment? J'étais vraiment dans ma petite bulle, au fait. Enfin, ouais, sereine. Enfin, je faisais mon petit bonhomme de chemin, quoi. Et avec ton coach, ta mère et ton copain à ce moment-là? Alors il y avait Dimitri, il y avait mon physio, il y avait mon copain, et puis il y avait mon manager qui venait des fois, Alex. Des fois, il y a des gens qui venaient, mais juste pour un jour, qui venaient me voir pour un jour, puis après ils repartaient, parce qu'évidemment, les gens devaient bosser, mais il commençait à y avoir de plus en plus d'engouement autour de ce Roland, parce que il y a de plus en plus de Suisses, enfin une femme qui dépasse à Roland le 3e tour. D'ailleurs, Marc Rosset, qui commentait ce match contre Madison Keys, je sais, le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Enfin, mais selon Marc, t'es une génie du tennis, t'es tellement intelligent, ton intelligence de jeu, etc. Et puis, apparemment, à ce match, il s'est enflammé, quoi. Il disait, non, mais c'est génial, c'est la première fois que je la vois vraiment jouer comme ça, aussi longtemps, puis c'est génial, et puis, elle va aller loin. Puis c'était bien chaud, quoi. C'était bien chaud de sa part. Marc, il est adorable, quoi.
En tout cas, avec moi, il a toujours été adorable. Donc, 4e tour, je bats Kvitova. Quand je perds le premier set, je joue pour la première fois sur le Langlaine. Il y a un courant d'air pas possible. Il y a des pigeons là qui passent tout le temps, qui font les descentes d'un côté à l'autre côté du Suzanne Langlaine. Et chaque fois que tu serres, t'as les pigeons qui passent. Moi, j'étais là, mais comment est-ce que je vais faire? Et puis, je m'envoie le deuxième set 6-0. Je sais pas. À un moment, j'ai décidé que je voulais pas perdre, quoi. Puis j'étais tellement relax, j'ai commencé même à jongler avec une balle. J'ai commencé à faire la hola avec les spectateurs quand elle est partie aux toilettes. Les spectateurs, ils ont trouvé ça pire cool. Donc au 3e set, ça m'a pire boosté. Et donc je gagne 6-2 le 3e. Du coup, c'est quart de finale, quoi. Et là, je joue Fan Huitfang. C'était aussi sur le Langlaine. Puis là, je gagne, je crois, 6-4, 7-5. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est irréel ce qui est en train de se passer, quoi. Moi, c'est comme si j'étais déconnectée au fait de tout. Je faisais mon truc. Du moment que je partais de Roland, je pensais complètement à autre chose. Puis quand je remettais les pieds le lendemain, là, je savais que c'est bon, là, c'est le job, quoi. Mais j'étais totalement dans le flow, quoi. T'arrivais à pas trop te disperser avec les médias, les sollicitations, les textos, tout ça, quoi. Je répondais quasi à personne sur WhatsApp. Je répondais vraiment à mon cercle très proche. Parce que là, d'un coup, j'avais 100 messages par jour, quoi. C'était hallucinant, quoi. Mais ça allait, au fait. J'étais bien entourée. Les personnes autour de moi me faisaient bien me concentrer jusque sur ce que j'avais à faire, quoi. Et notamment de garder toute mon énergie pour les matchs d'après. Tu as commencé tout à l'heure en nous racontant, une personne t'avait dit avant le match contre Serena dans les vestiaires, c'était quoi? Au fait, je me rappelle pas qui m'a dit, je sais même pas si c'est vraiment dans les vestiaires, mais j'ai juste entendu, Serena est malade. Et puis, j'étais un peu là, ouais, bon, ok. Et puis donc, voilà, je me prépare pour mon match et au début, je la voyais pas mal. Mais après, plus le match avançait, plus c'est vrai que je voyais qu'elle était peut-être pas bien de l'autre côté. Donc, moi, de mon côté, je me disais, il faut que je regarde que sur mon côté. Donc, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Je regardais que sur mon côté. J'essayais même pas de regarder les grands écrans, rien du tout. J'étais uniquement focus sur mon côté. Mais pourtant, elle jouait hyper bien. Ce match c'était un très très bon match. Je sais que moi, je commence gentiment, ma jauge d'énergie, elle commence gentiment à baisser. Puis là, je me dis, ouais, il faut que je résiste. Après, je sais pas comment je fais le break encore au deuxième. En fait, je la voyais, j'ai vu malheureusement sur les écrans, elle avait tout le truc, puis elle était mal, elle avait demandé le docteur 2 fois. Mais je me disais, voilà, elle a le droit d'être mal. Et moi, je voyais pas tout ce qui se passait de l'autre côté. Pourtant, après le match, on m'a dit, non, mais t'as pas vu tout ce qu'elle a fait, je vois que ça peut déconcentrer, c'est pas cool, parce que les gens potentiellement ont pu dire qu'elle a fait un cinéma. Après, moi, je me dis, mais si j'ai vraiment 39 de fièvre, je suis mal, j'essaie de jouer, c'est une demi de Grand Chelem, j'ai pas envie de la balancer, et surtout qu'elle voulait faire le Serena Slam cette année-là, Ouais. elle l'avait annoncé. Après, elle s'est mis sûrement de la pression supplémentaire pour rien, mais en annonçant ça, c'est comme si j'avais plus d'énergie, quoi. J'avais de l'énergie, mais j'avais, encore au début du 3e, il y a les 3 premiers jeux qui sont hyper disputés, et j'ai des balles de jeu dans les 3 premiers jeux, et je les fais pas. Mais là, juste d'être de nouveau sur le board, d'être enfin de gagner un jeu, ça m'aurait sûrement beaucoup, beaucoup aidé pour qu'éventuellement l'issue du 3e soit différent. Après, je dis pas que forcément c'est moi qui aurais gagné le 3e, mais moi, j'aurais pas perdu 6-0, quoi. Dingue, au fait, c'est qu'au début, elle jouait bien. Après, pendant un moment, elle jouait un petit peu moins bien. Et c'est là que moi, j'ai vraiment pris le dessus. Et après, d'un coup, je ne sais d'où, quand elle était complètement dos au mur, elle a recommencé à hyper bien jouer. Et puis ça, c'est la patte un peu de Serena, quoi, qui a ce feu en elle, et puis c'est pour ça que c'est une très très grande championne, quoi. Donc tu termines Roland avec une fierté incroyable, j'imagine, mais un peu déçu naturellement de te dire que à 2 victoires près, t'es au titre, non? De nouveau, c'est pas parce que imaginons que j'avais battu Serena, c'est pas pour autant que j'aurais gagné la finale. Tu vois? Bien sûr. C'est pareil avec Ostapenko, c'est pas pour autant qu'après j'aurais battu forcément Alep. Donc après, avec les si, on peut mettre pareil en bouteille. Donc moi, je sais que ce jour-là, j'étais à mon max de ce que j'ai donné. Idem pour tous les matchs que j'ai joués. Il y en a très peu où je peux m'en vouloir, où là, je me dis, mais là, je suis complètement passée à côté et puis j'ai même pas essayé. Ce qu'il y a, c'est que là, je sais, j'ai tout essayé pour réussir. Et voilà, ce jour-là, elle était plus forte que moi. Mais c'est juste ce jour-là. Peut-être qu'un autre jour, je serais plus forte qu'elle. C'est que je suis pas du genre à dire, ouais, mais si, tu peux pas vivre, si tu veux, ta carrière, mais même après ta carrière, ta vie, en me disant, ouais, mais j'étais à ça de. Non, je l'ai pas fait, c'est comme ça. Comme d'autres tournois, tu vois, Caro Garcia, elle pourrait dire pareil, elle a perdu 2 finales contre moi, à Acapulco et Monterrey, et puis à Monterrey, elle était à ça de gagner. Non, c'est comme ça. Après, tu gagnes d'autres choses, tu perds à d'autres endroits, voilà, chacun a la carrière qu'il a. Tu vois, Roger, l'année passée à Wimbledon,
une balle de match qu'il a. Bah, tu vois, c'est encore plus proche que ce que moi j'ai été. C'est clair que les 2 fois, j'aurais eu mon mot à dire, ça c'est sûr et certain en finale. Tu sens que dans le vestiaire, après, le regard change sur toi? Moi déjà, il avait commencé à changer déjà en 2015, enfin plus tôt en 2015, déjà à Indian Wells, quand j'avais gagné les 2 tournois, et puis après j'arrive à Indian Wells, je gagne les 3 matchs en 3-7. Ça change un peu, c'est quand on te crée un petit peu, quoi. Comment vous vous rapprochez après avec Hingis pour le double au JO de Rio? Et comment vous vous apprivoisez toutes les deux? Parce que je sais pas si vous étiez copines forcément, amies ou quoi. Comment ça s'est passé? Ah, c'est une histoire assez hallucinante. À la base, elle ne voulait pas jouer avec moi. À la base, elle voulait jouer avec Belinda. Sa maman avait aussi entraîné Belinda quand Belinda était plus jeune. Et puis pourtant, moi j'étais top 10 à ce moment-là. Et puis j'étais un peu là, mais quand elle a dit non, mais moi je joue avec Belinda, moi j'étais dégoûtée, quoi. J'étais un peu là, mais attends, tu m'as vu jouer plusieurs fois en Fed Cup, tu m'as vu en Grand Chelem, enfin. Et puis surtout que moi je pense, et je suis, enfin, en tout cas à l'époque, en tout cas en 2016, je pense pas que Belinda et puis Martina auraient été une bonne combinaison pour aller loin, parce qu'elles ont exactement le même jeu. Et puis je pense que à Martina, il fallait quelqu'un qui puisse la compléter, comme moi j'aurais pu la compléter. Et bon, après, c'est plus simple de dire ça par après, hein. Enfin, on est bien d'accord. C'est sans aucune prétention que je dis que leur jeu est un petit peu trop similaire. Donc, au fait, si une tactique fonctionnait pas, je suis pas sûre si elles auraient eu la possibilité de faire une plan B ou plan C. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Martina donc dit, ouais, je joue avec Belinda, et puis moi, j'étais un peu là, enfin, voilà, un peu dégoûtée. Bon, j'étais là, bon, ok. Moi, je devais aller avec, du coup, Victoria Golubic. Et finalement, vraiment, quelques jours avant le départ, Martina fait que de m'appeler tous les jours. Puis j'étais un peu, mais qu'est-ce qu'elle m'appelle? J'étais une fois sur le lac, je me rappelle, j'étais là, mais je vais pas la rappeler maintenant. Enfin, quand j'étais en bateau, tranquille, j'étais chill après mes entraînements, enfin voilà. Je suis à Neuch, laisse-moi tranquille. J'étais entre la Suisse et la France. J'étais entre Évian et puis Lausanne. Et puis là, je prends le téléphone une fois, et puis elle me fait, ouais, écoute, Belinda, elle va pas jouer. Est-ce que c'est OK pour toi si on joue ensemble? Puis j'étais là, écoute, ben go, quoi. Puis elle me fait, ah, mais toi, tu vas y aller et puis tu vas le jouer à fond. Puis là, j'ai halluciné au téléphone quand elle m'a dit ça. J'étais là, mais attends, tu crois quoi? Moi, je vais juste aller au JO pour dire, ouais, super, j'ai fait les JO. Enfin, donc, bien sûr que ça soit simple et tout, moi, je joue à fond. Rod, il vient déjà pas jouer, Stan non plus, et puis du coup, QD, il peut pas venir jouer, donc si je viens, c'est que pour toi. Puis j'étais là, ben ouais. Bah, elle est arrivée bien plus tard que moi. Elle est arrivée 3 jours avant le début des compètes. Elle fait un comeback que sur le double à ce moment-là. C'est bien ça? Ouais, bon là, elle est déjà première mondiale. Ou en tout cas deuxième mondiale. En fait, on a fait 1 ou 2 entraînements de double, mais rien d'énorme. En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours réussi à parler assez facilement à Martina. J'ai beaucoup de... Moi, je dis les choses très, très honnêtement. Elle aussi. Elle est très, très cash aussi. Je pense que c'est pour ça que des fois, les propos qu'elle a pu avoir, des fois par le passé, durant sa carrière, c'était pas toujours... les gens l'appréciaient pas énormément parce que c'est vrai qu'elle n'a pas trop de filtres. J'ai pas énormément de filtres non plus. Et puis, en fait, moi, j'ai été très, très cash sur certaines situations avec elle. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force. J'avais perdu en simple. Je joue 3h30. Je perds en ayant 3 balles de match. Et j'étais, mais vraiment, j'avais des crampes. J'étais mal. Il y a le double le soir, le même jour. Elle était là, ouais, bon, écoute, ça va aller. J'étais là, écoute, moi, je te dis, je vais tout faire pour gagner ce match. Puis on joue l'Australie, on joue Stosur, Gavrilova. Voilà, là, c'est chaud. Et elle me donne quelques tactiques par rapport, parce que je jouais côté coup droit, qui n'est pas dans mon côté de prédilection en double. Et ouais, là, il faudrait plus faire ci et ça comme tactique. J'étais là, ok, très bien. Finalement, on gagne en 3-7. Puis elle était là, mais génial, toutes les tactiques que tu as fait, c'était parfait. Enfin, voilà. Et attends, juste le kick de Stosur, comment tu fais pour le retourner? Ah non, mais moi, ça va, moi, ça me dérange pas. Bah oui, parce qu'avec ma prise de coup droit, je suis totalement fermée là-haut. Et puis, revers. Moi, le revers, je le prends assez haut. Enfin, tout de suite, j'ai un très bon timing au revers. Donc, le kick de mesure, tu avances dans le terrain. Il faut surtout pas que. Ou soit, sinon, tu avances au préalable. Enfin, tu recules au préalable pour la taper en descendant. Mais ça, c'est pas idéal en double. Donc, et Martina, à gauche, elle la prenait très tôt, du coup? Ouais, elle a alterné les deux. Moi, je faisais un peu pareil. Mais surtout, j'allais énormément au coup droit long de ligne à Deuce. Parce que évidemment, tout le monde pensait que j'allais aller croiser avec mon coup droit, que j'allais pas oser aller long de ligne. Et puis Gavrilova, à ce moment-là, chaque fois, je l'ai chopée sur le long de ligne. Moi, je slice des deux côtés, donc je faisais souvent
retour en slice, enfin le banc, celle qui est au filet, et puis comme ça, Stosur, je la forçais d'être sur le revers, tu vois. Et puis Stosur qui a un moins bon revers, ben, elle aimait pas trop. Donc, du coup, il y avait tous ces petits trucs à trouver. Et donc, deuxième tour, là, ça se corse un peu parce qu'on joue les Américaines. On joue Ma Texans Wonderway. À ce moment-là, moi, j'ai fait un match, mais irréprochable, mais vraiment. Vraiment, j'étais partout, que ce soit au filet, enfin, retour, enfin, j'étais vraiment top pour gagner 6-4, 6-4. Martina me dit, ah, j'ai eu ma mère au téléphone. Tu sais qu'au fait, elle est en train de me dire qu'au fait, finalement, on pourrait quand même avoir une médaille. Puis moi, j'étais un peu là, non, mais t'avais besoin que ta mère, elle acquiesce. À 35 ans, t'as besoin que ta mère, elle acquiesce pour qu'on puisse avoir une médaille. Et puis moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Et puis là, je lui ai dit, non, mais franchement, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Parce que sa maman, elle avait dit, ouais, bah alors ça veut dire que Timéa, c'est bon, elle comprend assez bien le double et tout, enfin, un truc du genre. Et puis moi, j'étais un peu là, non, mais je rêve! Du coup, j'ai un peu dit, non, mais c'est la dernière fois, mais tout en, enfin, j'ai pas été agressive ou quoi que ce soit, mais je lui ai dit, non, mais elle est un peu gonflée, ta maman. Je suis désolée, mais déjà, elle est pas ici, hein, donc elle a pas vu les matchs, parce qu'ils étaient pas en streaming, donc elle a aucune idée, donc ne te fie pas à ce que toi, t'as pu penser ou entendre de ta maman ou quoi que ce soit. Là, c'est nous deux, avec CV éventuellement qui est le capitaine, mais c'est tout, il y a personne d'autre, ok? C'est que nous deux, donc voilà. Et puis après, troisième tour, on bat Chan Chan, les sœurs Chan de Taipei, qui sont aussi très fortes en double. Et puis, on perd les 3 premiers jeux du match. Puis, Martina était un peu là, mais c'est pas possible, on a bien joué ces 3 jeux, on les perd, etc. Puis, je fais, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on joue bien, je sens qu'on joue bien, ça va le faire. On gagne 12 jeux d'affilée, on gagne 6-3, 6-0, du coup. Voilà, puis elle me fait, mais comment tu sens ça? J'étais là, mais je sais pas comment je sens, je sentais juste qu'on allait le gagner, c'est tout. En dehors du cours, vous partagez les repas ensemble, vous vous entendez bien, tu sens qu'il y a une bonne ambiance? Ah ouais, il y avait une bonne ambiance. Et puis moi, j'ai commencé avec le fait de collecter de collectionner les pins, les JO des autres nations. Puis, en fait, au début, elle faisait pas. Puis après, moi, je faisais ça avec CV hyper tard le soir, parce qu'évidemment, les pays exotiques, tu vas pas forcément les trouver dans la cantine à 3 heures de l'après-midi, parce qu'il y a trop de monde. Donc, en fait, il faut aller genre à 2 heures du mat. Vu qu'on jouait toujours hyper tard, puis moi, j'arrivais pas à dormir. Puis avec CV, on était là, bon, viens, on va chercher les pins. Puis à 2 heures du mat, on va chercher les pins. Moi, j'ai même demandé à Teddy Riner un pins, mais il en avait pas sur lui. J'étais défaite. J'étais là, je lui dire, ah, je suis monstre fan. Mais j'ai pas osé. J'aurais adoré avoir un pins de Teddy Riner, mais bon. C'était pas jamais arrivé. Mais du coup, Martina a pris aussi ce truc des pins, et du coup, ça a fait un truc, l'équipe suisse, on faisait ces trucs avec les pins et machin. Donc, voilà, moi, j'ai quand même un caractère un peu de fofolle, et puis en plus, tu me mets avec d'autres athlètes, un peu avec mon 2e degré, un peu des trash talk que je peux faire un peu dans la maison suisse. Ça, je faisais bien, on va dire, mon petit clown, quoi, si j'ai envie de dire. Ouais. Après, là, on arrive qu'on est en demi-finale. On joue on sait qu'on peut potentiellement avoir une médaille. Et on joue contre les 2e têtes de série qui sont Radeka et puis Lavachkova, les Tchèques. Et t'es du genre à te mettre de la pression, toi, ou t'arrives à te détacher de... Non, moi je suis assez chill. Mais c'est plus Martina qui stressait aussi vu qu'elle a des origines tchèques. Puis, jouer contre cette paire, peut-être que ça ne lui faisait pas énormément plaisir. Surtout c'était une de ses paires concurrentes à elle, vu qu'elle était surtout sur le circuit de double. Enfin, qu'elle était sur le circuit de double. Les deux, c'était les joueuses contre qui elle jouait tout le temps, quoi. Parce qu'elle jouait encore à l'époque avec Mirza. Après, elle a commencé à jouer avec Wonderway. Bref, on arrive à ce match et puis c'est un jour qui va pas pour Martina. Et quand je dis que ça va pas, de nouveau, j'ai pas envie de mal parler de Martina parce que c'est une personne extraordinaire ou quoi que ce soit, mais là, ce caractère, quand ça va pas, ça va pas. Et puis ça se plaint, et puis ça va pas, et puis aujourd'hui mon revers va pas, et puis mon coup droit c'est de la merde, et puis mon service, mais putain, ça va, pardon pour le putain, mais il y a tout qui allait pas. Donc on a parlé du français, de l'anglais, du suisse-allemand, limite genre même du hongrois, du tchèque, pour dire, ça allait pas, il y a rien qui allait. J'ai dit à Martina, je fais, écoute, tu vas arrêter de me casser les bonbons parce que on est en demi-finale des JO. Moi, c'est exclu que je joue pour le bronze. C'est exclu. Je lui ai dit, c'est exclu. C'est le pire truc, c'est que tu joues pour le bronze et tu perds. Je lui ai dit, c'est exclu. Donc, on se démerde. Moi, je lui ai dit, mais toi, tu fais ta magie au filet, etc. Mais laisse-moi courir. Moi, je suis une des nanas les plus endurantes du circuit. Je suis hyper fit. Maintenant, tu me laisses courir. Je te remets toutes tes balles, je m'en fous. Mais arrête de te plaindre.
Puis il fait oui, mais je suis sûre que ma mère, elle voit le match, ça va pas à mon verre et tout. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ta maman, quoi? À quel moment? Au milieu du deuxième, quand on est quasiment en train de perdre le match. Puis là, on s'est assis à un moment, et là, j'étais énervée. Là, j'étais vraiment... Et c'est pour ça que je dis que moi, j'ai jamais eu peur de dire ce genre de choses à Martina. Parce que ces comportements, que ce soit Martina ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'est quelque chose que je valorise. Enfin, que je supporte pas, ça m'insupporte. Ce truc de saule pleureur, de tout le temps se plaindre, que ça va pas, ça va pas, et puis le monde ne va pas, ça pour moi, ça va pas. Je ne peux pas. Alors, et puis déjà, c'était dur de rester pendant autant de temps juste à ses côtés, et puis d'entendre que ça n'allait pas, et puis que son revers n'allait pas. Puis je lui ai dit, mais regarde, est-ce que tu dois être parfaite ou pas? On était à changement de côté. J'ai fait, tu dois être parfaite ou pas? Mais non, mais machin, pas parfaite, mais bon, quand même, j'aime mieux jouer que ça. J'étais là, ok, on s'en fout si tu peux mieux jouer que ça ou pas. Moi aussi, je peux mieux jouer que ça. Tu as sûrement mieux joué il y a 10 ans. Ok? D'accord. Maintenant, on est là aujourd'hui. Regarde cette personne dans le public. Tu crois qu'il est parfait? Regarde. Là, Dim, mon coach, tu crois qu'il est parfait? Non, il n'est pas parfait. Tu crois que CV, il est parfait? Non. Tu crois que ton mec, là, il est parfait? Enfin, son futur mari, tu crois qu'il est parfait, lui? Non, il n'est pas parfait. Tu crois que ta mère est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. Mais aujourd'hui, tu es ici, tu es là pour jouer un double et d'essayer de le gagner. Moi, je m'en fous si on tourne la raquette et puis on envoie des balles avec le manche sur le terrain. Mais par contre, là, moi, tu te plains plus. C'est pas possible que tu te plaignes. Parce que ça va pas aller si tu te plains. Il n'y a rien qui va mieux aller si tu te plains et si tu t'appuies toi sur ton sort. Donc, coince là. Et puis, fais-moi confiance. Moi, je vais courir, je vais ramener, je vais faire ce que je peux, je vais te porter s'il faut. Je te donnerai tous les... Parce qu'elle était limite en train de cramper, mais ça, c'est les crampes de stress. Fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, toi, concentre-toi sur un truc, sur ton service. T'arrêtes de te plaindre maintenant. Tu te concentres à mettre ta première dedans, et c'est tout. Comme tu as toujours fait toute ta carrière, il ne faut pas que tu fasses des aces, c'est pas Williams. Donc voilà, tu vas pas faire d'ace, Martina. Si t'en fais un, bah c'est génial. Mais prends tes atouts. Aujourd'hui, tes atouts, c'est ton intelligence de jeu. Si ton revers, tu le sens pas aussi bien, bah monte tout le temps au filet. Essaie de finir le point par... T'es une des meilleures smasheuses du monde. Alors monte au filet, smash, prends des volets. Et puis c'est comme ça qu'on va gagner. Et puis moi, je suis derrière. Et puis j'essaie de faire tout ce que je peux pour remettre un maximum de balles ou je monte au filet avec toi. Mais on trouve une solution. On arrête de se plaindre. Puis là, c'était un peu un motivation talk. Et puis c'est pour ça que chaque fois qu'on parle, que quelqu'un devant Martina parle des jeux, etc., elle a les larmes aux yeux parce que c'est un truc qui était très très fort à ce moment-là. Je pense que par exemple, si elle avait joué avec une Belinda n'aurait pas été capable de faire ce discours. Mais c'est que moi, j'en avais rien à faire, que ça soit la princesse, la reine d'Angleterre ou Martina ou Dieu sait qui, c'est que ce match, je voulais le gagner. Et il fallait, et j'étais sûre qu'on avait les possibilités de le gagner. Mais il fallait juste mettre un peu son poing dans la poche et puis dire ok, ça va aller mieux. Et puis on a sauvé 3 balles de match. C'est là que Martina a envoyé une balle dans la tête de Lavachkova. Elle lui a cassé l'os ici crânien, mais c'était pas. Après, elle était. Ce que j'ai pas trouvé correct envers Martina, c'est qu'après, les Tchèques, ils disaient comme quoi c'était voulu, etc. Je suis pas d'accord parce que je veux dire, tu veux gagner le match, mais tu veux pas envoyer la balle dans la tête de quelqu'un. Donc ça, c'est sûr. Il y a des accidents qui peuvent arriver. Malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, c'était un match hyper important. Donc c'est clair, c'est beaucoup plus simple après d'accuser quelqu'un d'avoir voulu faire ça intentionnellement. Mais quoi qu'il en soit, on savait pas au fait que c'était fissuré avant son lobe, ici. Au 3e set, Martina crampait. De l'autre côté, on a réussi à disloquer finalement pas la bonne entente, mais l'alchimie au fait de nos adversaires. J'ai réussi à gagner 6-2 au 3e ou 6-2 au 3e. Là, je lui dis, mais putain, Martina, on est médaillée olympique. Et puis moi, je commence à chialer. Puis je sors du terrain et je pleure, mais comme une madeleine. Je pense que j'ai pleuré pendant 3 heures. Et puis j'étais là, mais j'arrivais même plus à parler normalement. J'étais là, mais je saule, pleure. En fait, je voulais dire je saule. Moi, des fois, je dis mais tu saules, c'est que tu pleures. Puis moi, je voulais dire ouais, mais je saulerie. Et j'étais au téléphone avec André. J'étais là, je saulerie, je sais pas quoi faire. Il y a tout plein d'émotions. Puis je disais, je saule, pleure. Et puis lui, il se marrait. Il pleurait aussi. C'était hallucinant, quoi. C'est incroyable. Et la finale? La finale, on perd 6-4, 6-4. Hyper serré. Ça joue à qui? Makarova Vesnina. Et puis ça jouait à rien, quoi. Il y avait tellement d'émotions déjà pour gagner cette demi. Et puis on est venu déjà, on est arrivé à cette finale, j'ai envie de dire, en partant de tellement rien. Puis on a mis tellement d'énergie déjà. C'est que peut-être en finale, vu que c'était la première fois aussi qu'on jouait ensemble, ce tournoi, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, c'est que finalement ça a fait
qu'il nous manquait ce petit truc en plus que, par exemple, Makarova et Vestina ont depuis des années, parce qu'elles jouent depuis des années ensemble. Mais ça, pour moi, cette médaille d'argent, pour moi, ça a la saveur d'une médaille d'or, quoi. Enfin, c'est tellement inespéré, quoi. Enfin, je voyais encore Martina qui m'appelle juste avant, enfin, genre, je le disais, qui m'appelle, il fait, oh, bon, t'es sûr que t'as envie d'y aller? Parce que moi, enfin, voilà, si c'est pour balancer en double, je vais pas trop, enfin, voilà, quoi. Puis moi, on part de ce téléphone où moi, je suis sur le lac, et finalement, on arrive à avoir une médaille d'argent, quoi. Pendant l'hymne national, tu te souviens ce que tu as ressenti? Ah, mais moi, toutes les hymnes nationales, je saule comme une madeleine, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est Fed Cup, tout ce que tu as envie, même je regarde l'équipe de foot, il y a une hymne nationale, il y a les combats de lutte en Suisse, il y a l'hymne national qui passe, moi chaque fois je me décompose, quoi. Donc, mais là sur ce podium, oh là là, sur ce podium, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, puis Martina elle me faisait un coup de coude, elle fait arrête, parce que maintenant moi aussi je pleure. Puis je laisse sortir, elle fait non, non, puis on était là comme les deux madeleines comme ça, sorties de nulle part. À pleurer, quoi. Merci de nous faire vivre ça avec autant de sincérité, d'émotion et de détails. Quel régal. Ouais, je suis très contente alors. Comme Merci ça. beaucoup, Tina. Mais avec plaisir. Merci à toi. plus tard. Bonne soirée à toi et puis à bientôt. Ouais, ciao, ciao.